Bonjour Monsieur Thiebaud, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté cette interview. On est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc pour se présenter rapidement, on est tous les trois étudiants en première année du Master Affaires internationales et développement de Dauphine dans la majeure développement durable. Nous faisons cette interview aujourd'hui dans le cadre d'un projet qui a commencé au début de l'année. Au premier semestre, nous avons élaboré une sorte de synthèse sur l'état des sols agricoles en Europe. Donc, dans ce mémoire, nous avons été amenés à nous intéresser aux causes de la dégradation des sols agricoles et notamment à l'usage d'intrants chimiques. Donc, avec vous aujourd'hui, nous aimerions aborder ce sujet, parler des différents types de pratiques agricoles, donc conventionnelles, bio, raisonnées, de leurs avantages et de leurs inconvénients, mais aussi de la faisabilité d'une conversion globale vers un modèle d'agriculture plus durable et avoir votre avis de professionnel et pouvoir parler de votre expérience des sols et de l'agriculture. Écoutez, je suis heureux de pouvoir vous aider si possible dans ce domaine. Et puis, c'est vrai que les sols, c'était quelque chose qui ont été d'une importance énorme tout au long de ma carrière de producteur. Aujourd'hui, je suis à la retraite en tant que producteur maraîcher. Je me consacre d'une part au conseil pour différents exploitants et sociétés, et également dans le bénévolat, justement, au sein du Collège culinaire de France, qui regroupe à la fois des restaurateurs, des cuisiniers, des artisans et des producteurs. Et donc, ça me permet en fait de côtoyer les acteurs des différentes façons de cultiver le sol, dans diverses productions, parce que en fait, la réponse, elle est multiple à toutes les questions qu'on peut se poser sur l'avenir de l'agriculture et ce qu'il sera souhaitable de plus en plus de faire dans nos pratiques agricoles, parce qu'il y a une multiplicité de production et évidemment de lieux et de climats. J'allais vous demander justement de vous présenter un peu pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez juste revenir rapidement sur votre carrière, enfin votre parcours? Vous avez commencé en tant que maraîcher, c'est ça? Oui, alors c'est simple, issu ce que je qualifie souvent de famille indigène de la commune où j'habite encore, à Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines. Ma famille était là depuis le Moyen-Âge et certainement avant, mais on n'a pas de documents écrits avant. Exploitante, toutes sortes de cultures, la vigne, les fruits, les légumes évidemment, mais ça c'est plus récent, c'est plus fin 19e. Et pour ma part, donc mes parents étaient maraîchers avant et mes grands-parents évidemment avant. Donc le bac en poche, j'ai travaillé 2 ans avec mes parents pour justement, parce que j'avais l'habitude évidemment de leur donner un coup de main comme beaucoup de fils d'agriculteurs ou de filles d'agriculteurs, mais je ne connaissais en fait que la partie la plus facile, la partie d'été. Et pendant 2 ans, je me suis frotté et de manière vraiment les mains dans la boue, et, au froid, aux rigueurs de l'hiver et à la dureté du travail. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Je suis parti à l'époque où on faisait un service militaire en France. Et ensuite, en revenant, j'ai repris 2 petites exploitations de maraîchers qui partaient à la retraite. Et je me suis évidemment servi pour débuter de tout le matériel de l'exploitation familiale parce que j'avais pas les moyens financiers d'acquérir tout ce qu'il fallait. J'ai pris une place de marché pour vendre les produits d'exploitation à Paris, avenue du Président Wilson, que j'ai conservé pendant 40 ans. Évidemment, au départ, la place faisait 4 mètres linéaires de façade. À la fin, elle en faisait 16. Donc, mes 10 premières années, c'est ce que j'appelle souvent mes années buvards. C'est-à-dire s'imprégner de ce qui se faisait déjà sur l'exploitation familiale, ce qui se faisait autour, donc dans le cercle de la commune. Et petit à petit, j'ai élargi le cercle. Au niveau de la région, je me suis investi très vite dans le développement agricole. Il y avait des groupements de producteurs et très vite, j'étais assez actif dans ces groupements. J'en ai pris la présidence, je crois, en 84, parce qu'en fait, à l'époque, c'était montré aussi que la concurrence, elle n'était pas à côté. Ce que pensaient beaucoup de producteurs, c'était pas le voisin d'à côté, mais qu'elle venait de beaucoup plus loin déjà à cette époque-là. Donc, on est dans les années 80. Après ces années buvards, il y a eu les 10 ans où j'ai testé pas mal de choses qui n'étaient pas forcément des cultures pratiquées dans la région. Et ça correspondait aussi à une évolution de la clientèle et de la demande en produits. Et au hasard des rencontres, le fait que par la suite, j'ai travaillé avec de nombreux cuisiniers dans la gastronomie parisienne, mais aussi hexagonale, voire ailleurs, c'est la rencontre que j'ai fait
dans les années 90 avec Pierre Hermé, ce qui très vite m'a permis de travailler avec des grands de la cuisine comme Pierre Gagnère, Sessard, Alain Sessard, Passard plutôt. Alain Passard avant qu'il ait ses jardins, et puis d'autres chefs comme Jean-François Piège, Pascal Barbeau, voilà. Une centaine de chefs au total. À un moment, dans la fin des années 90, j'avais une centaine de variétés de tomates sur l'exploitation. Ça, c'était nouveau. À une époque où on voyait la tomate, elle devait être rouge et bien calibrée. En fait, ce qui a déclenché un peu tout cela, c'est le fait que les semenciers ne nous proposaient plus que des variétés avec un gène longue vie qui permettait à la tomate d'être en bon état, même si vous vouliez jouer au tennis avec elle pendant 3 semaines. 3 semaines après, elle était dans le même état parfait. Et le gène uniforme couleur. Donc, des manipulations génétiques, c'était simplement se servir du gène de maturité et de l'inverser pour qu'il agisse dans le sens inverse de ce que normalement il agit et qui permet aux fruits de mûrir correctement. Voilà, toutes ces choses-là ont fait que ça m'a fait évoluer dans mes propositions à mes clients. Et puis, il y a eu également l'ouverture à des produits qui venaient de beaucoup plus loin, et notamment de l'Asie et en particulier du Japon. Donc, en fait, c'était pas non plus pour faire un copier-coller de ce qui se faisait par ailleurs, mais c'était aussi pour élargir cette palette proposée aussi bien aux chefs en cuisine gastronomique ou autres, mais également, et c'était peut-être ce qui était le plus réjouissant, aux particuliers. Voilà. Donc, au fur et à mesure, donc, développement de la gamme, développement aussi et évidemment recherche d'une qualité gustative qui passe souvent par une qualité des sols. La qualité gustative ne dépend pas uniquement du choix de la variété, mais également d'un savoir-faire qu'il faut acquérir d'année en année. Et la connaissance de son propre terroir. Et aujourd'hui, en fait, retraité, j'ai recédé mon affaire à l'un de mes anciens salariés et je me consacre à la remise en culture d'un site. Mon principal client, c'est un groupe basé sur Rungis, les Allemands d'Art. Ils m'ont proposé, à la demande de plusieurs cuisiniers avec lesquels je travaillais auparavant, de relancer une gamme pour la restauration gastronomique sur ce site. Et puis là, aujourd'hui, on s'adapte aussi à la clientèle potentielle qui est essentiellement le e-commerce. Et un peu là, je voudrais qu'ils se dirigent aussi par la vente en direct pour les particuliers. Un parcours très complet. Donc, je suppose que durant votre carrière, vous avez dû voir le paysage agricole évoluer. Est-ce que vous avez noté certains changements et certaines dégradations et est-ce que vous avez pu identifier quelles étaient les causes? Nous, on a beaucoup travaillé sur les intrants chimiques, donc on sait qu'elles ont une conséquence assez importante. Est-ce que, en réponse à cela, vous avez déjà modifié vos pratiques en réponse à cette évolution et cette dégradation des sols? Je vais vous décevoir. Moi, mes sols ne se sont pas dégradés, ils ont au contraire gagné en fertilité et en vie. Alors, je sais très bien qu'il y a des sols qui se dégradent. Nous, notre forme de culture à Carrières-sur-Seine, ce n'est pas une culture périurbaine, ça l'a été, mais on peut dire que depuis les années 1950, c'est devenu une culture intra-urbaine. Carrières est l'une des dernières franges de cette ceinture verte qui entourait Paris, par volonté royale de Philippe Auguste, puisque pour Philippe Auguste, un peuple bien nourri avait moins tendance à se révolter contre l'autorité royale. Du fait de l'exode rural vers les grandes villes, il y a eu un besoin accru de créer des activités, de créer des logements. Donc, beaucoup de terres qui étaient exploitées nourrissaient la capitale. Vous parliez donc que votre exploitation n'a pas connu de dégradation donc, dans son sol, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que tout n'est pas non plus noir aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut entendre beaucoup. Loin de là. Mais par contre, vous parlez aussi de votre position en tant que directeur de groupe d'agriculteurs. Est-ce que vous avez pu voir avec vos collègues certaines évolutions ou problèmes qui ont pu apparaître? On a beaucoup parlé dans notre rapport et synthèse, on a beaucoup entendu parler avec d'autres intervenants qu'on a reçus de l'impact de l'agriculture traditionnelle sur la qualité des sols. Est-ce que vous, à votre échelle, vous avez en effet observé parmi vos collègues que c'est un type d'agriculture qui a eu des effets néfastes sur certains sols, qui a même parfois tué des sols? C'est ça qui pour moi est choquant, quel qu'il soit, et quels que soient les résidus dans le sol, au démarrage, au bout de 3 ans, il est certifié bio. Simplement parce qu'on certifie les pratiques de la personne qui le fait passer en bio, en culture bio. On ne certifie pas les organocolorés qui peuvent être dans un sol bio. Et quand on sait que ce sont des résidus qui peuvent rester là pendant des décennies, il faut faire des cultures céréalières en étant sûr que les résidus ne se retrouveront pas dans le grain.
Ça, c'est des choses que les agriculteurs apprennent pour justement s'adapter à des genres de situations. Et surtout, ne pas croire que parce que vous avez le droit à une certification, que ça y est, c'est un blanc-seing pour vous permettre de faire des choses qui peuvent se révéler, pour moi, dangereuses pour la santé des consommateurs. D'accord. Donc, si on comprend bien, vous êtes ni pour l'agriculture conventionnelle, ni pour le bio, vous êtes un peu entre deux. Pas que ces formes-là, j'ai cité ces deux-là parce que c'est ce qui revient. Parce que pour moi, il n'y a pas une agriculture conventionnelle. Si on veut parler de culture traditionnelle, il faut remonter début 19e, fin 18e. On est rentré dans une ère différente. La population augmentait, et c'est un peu le dilemme qu'on a aujourd'hui, et ce qui nous oppose, nous, Européens, aux Américains. L'une plus productiviste, celle des Américains, vous vous en doutez un petit peu. C'est pas du tout la position des Européens, même si elle n'est pas forcément unanime dans chaque État. Mais la solution, elle passe aussi par le changement de façon de consommer. Aujourd'hui, je serais incapable de dire qu'il y a une forme d'agriculture idéale. Ces formes d'agriculture doivent évoluer en fonction de nos connaissances. On ne peut pas aujourd'hui condamner ce qui a été fait il y a 20 ans ou 30 ans en arrière avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui condamner ce genre de choses. Il faut voir aussi comment on peut les améliorer, parce qu'il y a un état de fait qui est là, il y a du temps, il y a des connaissances. Donc, il faut plutôt aider les gens et les générations montantes et les nouveaux agriculteurs qui vont s'installer dans les décennies à venir, à avoir une connaissance globale des risques de certaines pratiques. Il y a beaucoup de nouvelles pratiques agricoles, donc par exemple, pour revenir rapidement sur la permaculture, le fait que ce mode d'agriculture dispose de faibles rendements, est-ce que vous pensez qu'à terme, ça pourrait être une solution viable ou pour l'instant, ça reste un petit peu trop fermé en raison de ces faibles rendements? La permaculture, c'est surtout limité à pas tous les types d'agriculture. C'est difficile de faire la permaculture avec des cultures de céréales. Alors, vous pouvez en faire, mais c'est limité à un usage, j'allais dire, quasi familial. Parce que faire de la permaculture sur des grandes surfaces, c'est quasiment impossible. La permaculture, toute cette culture, cette agriculture permaculturelle, on peut dire, elle est souvent sur c'est même plus un hectare, c'est 1000 mètres, 1500 mètres, parce que déjà, le principe, c'est de faire un maximum de choses manuellement, parfois avec l'aide des animaux, des chevaux notamment, ou des bœufs. C'est être autonome, c'est-à-dire la vraie permaculture, comme telle qu'elle peut être définie. Alors après, chacun, souvent, moi j'ai vu les gens, j'avais pas la même définition de la permaculture, elle évolue en fonction des personnes et des lieux. Hein. Mais normalement, c'est surtout d'être assez autonome, c'est-à-dire que si on a des animaux, on se sert des déchets animaux, on se sert évidemment des composts et ainsi de suite, et on a une agriculture qui tourne. Mais au niveau rentabilité, et c'est pas histoire de faire de l'argent, c'est d'en vivre, tout simplement. Pour moi, s'il y a des gens qui veulent l'utiliser et qui peuvent arriver à en vivre, c'est très limité, parce que ça veut dire que comme l'usage la mécanisation est quasiment interdite, on va dire, les gens se l'interdisent tout au moins pour pouvoir utiliser de l'énergie fossile et autres. Ça veut dire que les deux exploitants, ils se lancent là-dedans, ils ont 25-30 ans, et jusqu'à 60 ans, ils doivent être en parfaite santé. Et je peux vous dire que même avec la mécanisation, au bout de 40 ans de métier, vous avez des articulations où il faudrait peut-être faire un peu comme sur les machines, mettre des graisseurs. Par contre, moi, l'utilité de cette théorie de la permaculture, ça peut permettre à ceux qui le voudraient, notamment, de développer des jardins familiaux qui permettraient, quand je vous parlais de nouvelles façons de consommer, ça pourrait aussi, pour ceux qui en ont la possibilité, évidemment, de développer une certaine façon de cultiver son jardin. Là, je parle vraiment de la culture, même s'ils cultivent aussi leur jardin intellectuel en même temps, d'avoir une forme vertueuse et économique, en faisant une économie justement d'énergie fossile et ainsi de suite, non polluante, je pense. Après, il faut voir, mais parce qu'il y a toujours des sources de pollution. Aussitôt qu'on fait de l'agriculture,
on a des sources de pollution, hein, même une agriculture qui n'aurait pas sans intrants. Le fait de travailler un sol, même si on le fait de manière superficielle, il faut absolument que, si vous voulez que cette forme d'agriculture et que vos produits rencontrent un impact et rencontrent l'adhésion des consommateurs, il faut que le consommateur garde un plaisir de le manger. Et parce que le fait des bio, alors ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années, le fait d'être producteur bio ou une forme vertueuse d'agriculture ne suffit pas pour ce qui est de l'alimentaire. Oui, en tout cas, ça ne va pas pousser forcément plus de consommateurs à consommer bio si c'est une recherche dans la nourriture ne suit pas, c'est sûr. Mais du coup, il y a forcément un compromis à faire entre ces différentes qualités qu'on recherche dans une nourriture, enfin dans des produits qu'on va consommer. Et j'aimerais juste revenir sur vous, du coup, vos pratiques, le compromis que vous avez fait entre, agriculture plus conventionnelle, bio. Si vous deviez décrire un peu votre type d'agriculture et le type de pratique que vous utilisiez, ce serait quoi? Ça a évolué. J'ai pas fait de compromis. Hein. Pour moi, ce ne sont pas des compromis, c'est une évolution naturelle et qui est à la fois due à deux choses. D'une part, les connaissances. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les connaissances venant de l'extérieur, mes connaissances du terrain, mes connaissances des variétés, parce que chaque variété a des exigences pour se développer correctement, pour mettre en valeur toutes les qualités, on va dire, organoleptiques d'un légume, puisque moi, c'était qu'il soit légume feuille, racine ou légume fruit. Les exigences sont différentes d'une variété à l'autre. Il n'y a pas de compromis à faire. Il y a une évolution des connaissances, mais également, petit à petit, on voit comment, on parlait de la qualité des sols, on voit et on s'aperçoit que la définition d'un sol vivant, c'est-à-dire où les micro-organismes font leur boulot, c'est-à-dire font évoluer notamment les matières organiques qui peuvent servir à acidifier un sol. Les agriculteurs ont appris et compris qu'une couverture, qu'un engrais vert qu'on allait enfouir avant la formation du grain au printemps permettait de garder notamment les structures du sol, une structure aérée. Parfois, pour certaines couvertures, notamment si on avait des légumineuses, de fixer l'azote de l'air, donc de limiter les apports d'azote organique ou minéral par la suite, si on est en conventionnel. Il y a tout cela qui fait qu'on maintient son sol, et l'activité des micro-organismes, elle est pour avoir suivi une expérience assez provocatrice sur de l'herbe dans un sol vraiment vivant, on a des paramètres qui nous permettent de savoir qu'un sol est vraiment vivant, et on avait fait des traitements au glyphosate, et on a fait analyser les résidus par la suite et la terre. Et on s'est aperçu alors témoins non traités évidemment, et on a fait faire les analyses 2 fois. Parce que le centre qui faisait les analyses nous avait demandé si on n'avait pas envoyé 2 fois le témoin. Et alors on ne peut pas généraliser que tous les gens qui ont traité au glyphosate, le glyphosate s'est pas retrouvé, d'ailleurs c'est le contraire évidemment, s'est pas retrouvé dans les nappes phréatiques ou dans les herbes qui sont poussées après. Mais surtout les nappes phréatiques. Mais ça veut dire que lorsqu'on arrive à maintenir une forte vie dans le sol, on limite l'impact que pourraient avoir les intrants sur ce sol. Évidemment, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dans l'air du temps, mais c'est quelque chose que beaucoup d'agriculteurs savent maintenant. On a aussi dans les formes d'agriculture possibles, on a les agriculteurs qui ne travaillent pas le sol, qui ne pratiquent plus le labour, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on laboure un sol, on diminue la fertilité du sol. Alors, ceci étant, il y a des sols où on ne peut pas ne pas labourer. Et je pense notamment à des sols très argileux. C'est ça, en fait, le travail de l'agriculteur. Comment protéger son sol? C'est d'être suffisamment patient au printemps, par exemple, pour ne pas rentrer dans une terre et matraquer son sol. C'est quelque chose avec lequel on vit, on fait vivre le produit.
c'est comme un membre de sa famille. Si on le maltraite, c'est quelque chose si on veut que le sol soit bienveillant, il faut avoir aussi de la bienveillance pour lui. Vous parlez beaucoup des agriculteurs et en effet de leur travail qui est bien sûr important et prépondérant dans la conservation pardon, du sol. Justement, ce qu'on aura vu un peu dans nos recherches au premier semestre, c'est que de plus en plus d'agriculteurs essayent en tout cas d'adapter donc les pratiques agricoles pour avoir des sols de plus en plus durables et de plus en plus peut-être pas fertiles, mais oui, en tout cas plus durables. Et est-ce que donc avec tous vos contacts avec de nombreux agriculteurs de nombreux endroits de la France, vous sentez que les agriculteurs ont les moyens de faire cette transition? Est-ce qu'ils sont soutenus? Est-ce qu'ils se sentent soutenus, que ce soit par l'État français, par d'autres agents? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a les moyens de le faire? Ou alors c'est qu'un rêve qui ne peut pas être possible pour des moyens financiers notamment? Le souci, bien souvent, alors c'est différent il y a des agricultures que les États européens ont souhaité subventionner parce que s'il fallait payer le blé au prix de revient, ce qui se passe, quand vous parliez des aides de l'État ou autres, on a surtout des aides régionales, alors qui ne sont pas égales d'une région à l'autre, en fonction de beaucoup de choses. Dans notre région Île-de-France, j'ai pour principe de dire, si ce qu'on peut obtenir de la région Île-de-France, même si les raisons peuvent être très politiques, électorales, tout ce que vous voulez, peu importe. À partir du moment où on ne nous demande pas de faire des choses qui n'ont pas de sens. Et quand je dis pas de sens, c'est sens pour justement cet environnement, parce que c'est pas aussi simple que certains politiques veulent le dire, de protéger l'environnement et voilà. Donc c'est vrai qu'on a des aides régionales, et ça, quels que soient les types d'agriculture, parce que les aides d'État et européennes sont surtout destinées à la polyculture, à l'élevage, mais de manière beaucoup moindre, et ce sont surtout des aides régionales dans les autres domaines. Alors, il peut y avoir ponctuellement mais souvent pour les aides d'État, en spécialisé, dans les cultures spécialisées, donc les cultures que je viens de vous dire en dernier, il faut monter un dossier grand comme ça et peu sont éligibles. Ça, c'est comme les aides d'État lorsqu'il y a une catastrophe naturelle pour l'agriculture. Il faut que vous soyez mort, enterré et depuis longtemps pour que vous ayez droit, vous ayez un dossier qui puisse passer. Et souvent, vous avez perdu ça, le stylo, et on vous donne la tête du capuchon. Pour conclure un peu cet entretien, est-ce que selon vous, il y a une urgence de l'agriculture telle qu'elle est faite aujourd'hui en France en tout cas, donc qui est majoritairement conventionnelle? Est-ce qu'il y a une urgence d'une conversion de cette agriculture vers un mode plus durable? Donc comme on l'a vu, pas forcément vers un mode privilégié, il faut s'adapter à chaque fois aux spécificités de la terre, etc. Mais est-ce que selon vous, il y a vraiment une urgence au vu de ce que vous avez pu constater sur l'état des sols par exemple, ou sur des baisses de fertilité, des baisses de rendement? Est-ce que selon vous, il y a une urgence ou est-ce que c'est finalement un problème dont on parle beaucoup mais qui n'est pas forcément… Alors, je serais tenté de dire non, il n'y a pas urgence, mais ce n'est pas sur l'état du sol, ce n'est pas ça qui me rassure. Le plus, c'est sur l'état d'esprit des exploitants actuels. Alors, il y a tout, il y a des extrêmes, mais sur la grande majorité des exploitants et des générations qui montent. Donc là, je suis assez confiant parce que il y a une évolution qui a des différentes, qui est liée aussi à ce qui se passe dans nos sociétés, quoi. Donc il y a une évolution. Alors après, moi, le seul danger, comme bien souvent, alors c'est plus, c'est plus français que dans certains autres pays où c'est moins flagrant. Il y a une économie, il y a une forme d'agriculture où on doit éviter les clivages. Il faut que les gens se rencontrent. Si on veut faire évoluer les choses, au lieu d'essayer sans arrêt d'opposer les gens, d'opposer les agricultures, c'est mon avis. Il y a très longtemps que j'ai cet avis-là et tant que je pourrais œuvrer pour ça, je le ferai. Quand les gens se rencontrent et quand on sent qu'on a des oppositions d'idées, hein. C'est pas une opposition à une personne, mais entre les idées, il faut se rendre compte pour les brasser, ces idées. Et je ne dis pas que on va résoudre tout rapidement et tout ça, mais faire évoluer les mentalités, faire connaître au plus grand nombre l'avancée des connaissances, mais c'est aussi la connaissance de ce qui s'est passé il y a très loin. Moi,
je fais souvent des digressions avec ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'agriculture sur la planète et l'évolution justement de Sapiens sur la planète et comment ça s'est passé, parce que c'est très enrichissant pour savoir comment on en est arrivé à ce stade. Et c'est vrai qu'au niveau de la planète, on parlait des sols, mais on a des types de cultures, de sols, des climats, évidemment. Ça va de soi. Beaucoup de gens comprennent ça, mais qui s'explique à la fois par justement l'évolution du climat, mais également les pratiques culturelles qui ont été faites depuis des millénaires. Il faut parler en millénaires. Et à partir du moment où les humains sont passés à l'agriculture, on a toujours eu cette volonté de lutter contre les catastrophes naturelles au départ. Et cette notion de nourrir la planète, il faudrait surtout que ça puisse évoluer dans le dire, il faut donner le moyen aux gens localement, que les gens puissent vivre le maximum des productions locales. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter tous les commerces, le commerce international, mais il y a parfois, on pourrait le limiter. Hein, où j'entends certains de mes amis dire ouais, pourquoi on mange de la fraise espagnole au mois de mars? Je dis parce qu'on consomme 120 000 tonnes de fraises par an en France, on en produit 30 000 alors qu'on en produisait 60 000 il y a 30 ans en arrière. Donc pourquoi on en produit moins? Souvent parce que il y a les conditions de travail, parce que l'agriculture durable, ça passe surtout, c'est un des points les plus importants, par les améliorations des conditions de travail des gens qui travaillent dans l'agriculture. Et alors, notamment chez moi, dans ma spécialité, qui est le maraîchage, forte agriculture maraîchère ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et si on n'essaie pas d'améliorer d'année en année les conditions de travail des gens qui travaillent sur l'exploitation, on trouvera de moins en moins de monde, ou on ira les chercher à l'autre bout de la planète. Et ça peut expliquer, alors ce que j'essaye de faire comprendre parfois à certains des gens qui sont hors de l'agriculture, les cultures, par exemple, de fraises en hors-sol. Les cultures hors-sol peuvent s'expliquer aussi, parce que la culture hors-sol, parfois, permet de faciliter les récoltes et beaucoup de choses. Merci beaucoup, Monsieur Thibault, pour vos réponses et puis nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Ce fut, je pense, très intéressant et très instructif. Alors, ce podcast marque la fin pour nous de ce projet sur les enjeux de l'agriculture durable et plus particulièrement sur les enjeux des sols agricoles dans le futur, commencé en octobre. Ce fut un vrai plaisir pour mes camarades Marie, Eva, Clara-Louise et moi-même de travailler sur ce sujet. On espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter nos travaux que l'on a pris à les réaliser. On voulait profiter aussi de cette occasion pour remercier Madame Mongeon pour son accompagnement et son encadrement tout au long de l'année, mais également à notre camarade Élise Vidal qui nous a beaucoup apporté sur la première partie de ce projet et qui n'a malheureusement pas pu continuer de développer ce projet sur le second semestre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne écoute.